Qu'est-ce que vous savez vraiment? Posez-vous la question. Comment est-ce que vous savez ce que vous savez? Et comment est-ce que vous savez que vous savez ce que vous savez? Mais le truc, c'est qu'elles ne savent pas que nous, on sait qu'elles savent. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va parler du petit bout de la grande connaissance de l'humanité qu'on a tous, notre connaissance personnelle. Qu'est-ce que c'est? Comment elle se construit? Comment elle se transmet? Et surtout, comment elle influence nos vies? Le sujet est vaste. Je ferai donc 2 vidéos. Dans celle-ci, on va s'intéresser à l'objet connaissance. La suite parlera du rapport que nous entretenons avec elle. Allez, c'est parti, on va faire connaissance avec la connaissance. Bon alors du coup, une connaissance, c'est quoi? Une connaissance, c'est l'association et l'articulation cohérente d'informations dont l'objectif est de nous rendre le monde intelligible. C'est aussi bien le prénom de nos amis que le théorème de Pythagore. En fait, c'est tout ce qu'on a appris dans la vie. Mais plus généralement, c'est la conscience qu'on a de l'organisation de notre environnement et le souvenir de l'ordonnancement des événements passés. Chacune, elles sont les pièces d'un puzzle que notre esprit assemble et qui se superpose à la réalité. Notre monde, le mien, le vôtre, n'est pas le monde. Notre monde intérieur est un savant mélange de données brutes que nos sens échantillonnent, que nos émotions parfument, et qui est traité et interprété par notre cerveau. Le résultat est donc forcément partiel, original, et au final peut-être assez éloigné de la réalité. Qui sait, votre bleu est peut-être mon vert. Mais tout ça, c'est dans le meilleur des cas, parce que notre cerveau peut nous tromper. Pour fonctionner, il a besoin d'énergie. Et le monde étant ce qu'il est, il n'est pas assuré de pouvoir toujours en disposer en quantité suffisante. Il doit donc l'économiser. Pour cela, il a 2 modes de fonctionnement. Un premier qui nous permet d'innover, de nous adapter, de nous projeter dans le futur, de traiter des données complexes et d'élaborer des stratégies. C'est le mode mental adaptatif. Dans ce cas, notre cerveau est concentré, mais cela lui demande beaucoup d'efforts et donc beaucoup d'énergie. Du coup, il dispose d'un second mode, le mode automatique. Comme son nom l'indique, il est automatique et inconscient, très adapté à la routine et pour réagir rapidement. Il demande peu d'efforts et consomme peu d'énergie. 99% du temps, c'est lui qu'utilise notre cerveau. Oh bon? C'est lui qui génère 99,7% des 3500 décisions que nous prenons chaque jour. Il est très efficace, mais il a un gros problème. Pour pouvoir décider rapidement, notre cerveau utilise des raccourcis de pensée. Et en faisant ça, il peut faire des erreurs. C'est compliqué, mais c'est compliqué. C'est ce qu'on appelle les biais, et on en compte aujourd'hui plus de 200. Parmi eux, on peut citer par exemple le biais de l'autruche, qui nous fait ignorer des faits jugés trop éloignés, le biais de statu quo, qui suppose que les choses ne peuvent pas changer, ou encore le biais de conformité, qui considère par défaut que la majorité a raison. Il n'est pas question ici d'en faire la liste exhaustive, mais il y en a quand même un dont j'aimerais vous parler, parce qu'il a failli me faire provoquer une catastrophe. Ce biais, c'est le biais de dissonance cognitive. La dissonance cognitive, c'est un conflit entre croyance et perception. Je vous explique ce qui m'est arrivé. J'étais en formation pour devenir moniteur de voile, et nous devions revenir de nuit dans un port à l'accès étroit et dangereux. Et le seul moyen d'y entrer, en toute sécurité, était de suivre l'alignement de la lumière rouge de 2 phares. Et voilà, 2 semaines plus tôt, j'avais appris que l'un des 2 phares était en panne. Alors dans ma tête, ce soir-là, c'était acté, pas d'alignement. On devrait se débrouiller autrement. En entrant dans le chenal, j'ai bien repéré la lumière du premier phare. Mais j'ai également noté la présence d'une deuxième lumière rouge, un peu décalée sur le côté. Bizarre. Alors que je me débattais avec la navigation, ma coéquipière s'est inquiétée. On n'est pas dans l'alignement. Bah, c'est normal, il n'y a pas d'alignement. Bah oui, mais je crois qu'il a été réparé. Pour moi, c'était impossible. Le phare était en panne. Il était éteint. L'autre lumière rouge? Aucune idée. Mais ça pouvait pas être le phare. Heureusement pour nous, elle a insisté jusqu'à ce que je doute de moi. Et j'ai fort heureusement fini par l'écouter et lui ai demandé de changer de cap. Parce que 10 secondes plus tard, nous avons tous les deux vu surgir du noir un énorme rocher, pile dans notre ancienne trajectoire.
Si nous n'avions pas dévié, nous nous serions écrasés dessus, et j'en ferais mis encore aujourd'hui. Vous l'avez sans doute compris, le deuxième phare était parfaitement opérationnel. Et à choisir entre ce qu'il voyait et ce qu'il croyait voir, mon cerveau a choisi de se fier à ce qu'il croyait, et il a ensuite systématiquement déformé tout ce qu'il voyait pour maintenir la cohérence. C'est très bizarre de faire cette expérience, de constater qu'on ne vit pas dans la réalité, mais dans notre réalité. Pensez-y. Maintenant qu'on a vu comment se construisait une connaissance, on va regarder comment on l'acquiert. Nous avons deux grandes manières d'apprendre. La première, c'est l'expérience directe. Imaginons, je marche tranquillement, et là, au détour d'un chemin, je tombe sur un truc rouge, chaud et brillant. Curieux, je m'approche, je tends la main. Mes nerfs s'affolent, mon corps réagit en mode survie et je retire ma main en hurlant, avant, je l'espère, de sentir une forte odeur de cochon grillé. Résultat des courses, je sais que le feu, ça brûle, et je le sais parce que je l'ai vécu. Le feu, ça brûle. Pas besoin d'explication, ni de compréhension, la certitude vient de l'expérience. La connaissance s'acquiert par l'expérience. Tout le reste n'est que de l'information. Et souvent, comme c'est marquant, voire carrément douloureux, on en parle autour de nous, pour prévenir les autres, pour transmettre. Et justement, ça nous amène à la deuxième manière d'apprendre, la transmission. On n'a pas besoin de toucher le feu pour comprendre qu'il brûle, si quelqu'un nous l'a dit avant. On peut apprendre en écoutant, en observant, en échangeant avec ceux qui savent déjà. C'est grâce à cette transmission qu'on évite les erreurs, et parfois les drames. En réalité, on apprend toujours en combinant les deux, l'expérience et la transmission. C'est comme ça qu'on a appris à marcher, à parler et à devenir ce qu'on est aujourd'hui. C'est également grâce à la transmission et à l'observation que nous pouvons vivre ensemble dans un même monde. Je vous explique pourquoi je dis ça. Chacun de nous construit un monde intérieur unique. Même si nous utilisons les mêmes outils, partageons des expériences similaires et parlons la même langue, il est plus que probable que les résultats de nos interprétations restent légèrement divergentes. Et si ça restait comme ça pourrait poser des problèmes. Mais justement, parce que nous sommes capables d'échanger nos connaissances, nous pouvons ajuster nos visions, les confronter, les enrichir et dans une certaine mesure, les fondre dans un point de vue commun. Ici, je me permets une petite digression. Pour qu'elles puissent avoir du sens pour tout le monde, les connaissances qu'on partage doivent être aussi neutres que possible. Pour cela, lorsqu'on les transmet, on sépare nos connaissances de nos émotions. On ne sait d'ailleurs pas transmettre ce qu'on ressent. Mais en fait, c'est pas tout à fait vrai. Certes, on ne peut pas transmettre nos émotions directement, mais on a quand même un moyen de partager ce qu'on vit. Et ce moyen, c'est l'empathie. L'empathie, c'est la capacité de se glisser dans la tête de l'autre, de ressentir un instant ce qu'il ressent. C'est peut-être le lien le plus intime qu'on puisse créer. Et c'est sûrement le plus puissant, parce qu'il nous unit, parce qu'il nous fait comprendre sans mots, et parce qu'il devient essentiel quand le monde s'effondre ou que le groupe se divise. Mais revenons à la transmission par un tiers. Dans ce processus, il y a un élément absolument essentiel qu'il faut souligner. Pour accepter la connaissance de quelqu'un, nous avons besoin d'un critère évident pour juger de sa fiabilité. Et ce critère, c'est la confiance. Vous avez confiance en moi? J'ai confiance en vous. C'est parce que nous faisons confiance à une personne que nous sommes prêts à l'écouter, à le croire et à apprendre d'elle. Et ce qui est remarquable, c'est que la confiance elle-même est une forme de connaissance. Elle peut donc se transmettre, tout comme une idée ou une information. On peut dire à quelqu'un, tu peux lui faire confiance. Cette personne peut ensuite transmettre ce jugement à une autre, et ainsi, de proche en proche, la confiance circule, s'amplifie et forge ce qu'on appelle une réputation. Une bonne réputation, c'est une reconnaissance collective de fiabilité. C'est ce qui permet de faire confiance a priori, sans avoir besoin de connaître la personne directement. Elle devient alors une nouvelle source potentielle de savoir, légitime aux yeux du groupe. Dans tout collectif, qu'il s'agisse d'une équipe, d'une communauté ou d'une société, la confiance est le lien invisible, mais essentiel qui permet au savoir de circuler, de grandir et de se diffuser durablement. C'est loin d'être un détail, surtout dans une société qui veut absolument faire de nous des concurrents individualistes. Mais attention, la confiance n'est pas notre seul guide. Pour être plus complet, il faut mentionner un autre critère qu'utilise notre cerveau, souvent de manière inconsciente, pour estimer la fiabilité d'une connaissance. C'est la répétition. Je mets ici des guillemets à « estimer la fiabilité », car ce mécanisme repose en réalité sur un biais cognitif. Plus une information est répétée, plus elle nous semble fiable. Autrement dit, même une information issue d'une source peu crédible peut finir par paraître vraie si elle est suffisamment répétée. C'est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire.
L'Europe n'a pas vocation à accueillir toute l'immigration. Qu'elle est tout à fait liée à la problématique de notre souveraineté et donc de la maîtrise de nos frontières. Ce mouvement s'accélère et il va durer. C'est mon obsession. Il faut dire stop. Ça suffit. Ce phénomène est largement exploité dans le marketing, la propagande ou les réseaux sociaux. C'est pourquoi il est essentiel de rester vigilant. La fréquence d'un message ne garantit en rien sa véracité. Quand on parle de transmission, il y a un dernier point qu'il faut souligner. Et c'est un peu ironique. Faire confiance à quelqu'un et accepter ses connaissances, cela revient littéralement à croire. Et oui, accepter sans preuve, c'est croire. Cela ne veut pas dire que les connaissances transmises par ce biais ne sont pas fondées, mais tant qu'on n'en a pas cherché la preuve, eh ben on y croit. Cela signifie que le seul savoir qu'on peut tenir pour sûr de manière indubitable, c'est celui qui nous vient de notre expérience. On va prendre un exemple, la Révolution française. À moins d'être historien, d'avoir étudié et croisé les archives, ce que nous savons en réalité, c'est ce qu'on nous a dit. Et si on l'accepte comme vrai, c'est parce qu'on fait confiance à ceux qui nous l'ont enseigné. On y croit. Autre exemple, la théorie de la relativité générale. Combien de gens peuvent la démontrer? Pas beaucoup. Les autres, dont je fais partie, ensemble, on fait confiance aux scientifiques, aux institutions, aux livres. On y croit. Et quand on y réfléchit, une bonne partie de ce qu'on croit savoir, eh ben on le sait parce qu'on y croit. Putain. De bordel de merde. Alors, connaissance et croyance, c'est la même chose? Eh ben, ça dépend de quoi on parle. Si on parle de la connaissance au sens strict, celle construite par l'humanité tout entière, alors là, oui, il y a bien une différence. La connaissance se distingue aujourd'hui par une chose essentielle, elle peut être remise en question. Elle est réfutable. On peut toujours imaginer une expérience qui viendrait la contredire. Par exemple, si on découvrait demain un squelette de dinosaure de moins de 65 millions d'années, on remettrait sérieusement en cause la théorie selon laquelle leur extinction est due à la fameuse météorite de Chicxulub. Ça, c'est la force de la connaissance. Elle tient tant qu'on n'a pas prouvé le contraire. La croyance, elle, repose sur une affirmation qu'on ne peut ni prouver ni affirmer. C'est une vérité personnelle, intime et indémontrable. Si on prend Dieu, on ne peut pas démontrer qu'il existe, mais on ne peut pas démontrer non plus qu'il n'existe pas. Donc objectivement, connaissance et croyance sont bien deux choses distinctes. Mais subjectivement, dans notre tête, c'est une autre histoire. Notre cerveau, lui, ne fait pas vraiment la différence. Croire ou savoir, ça active les mêmes circuits. Intérieurement, c'est souvent vécu de la même manière. Et au fond, ça ne nous a jamais vraiment posé de problème. Homo sapiens a parcouru la planète, bâti des civilisations, inventé des mythes et des outils, sans jamais avoir besoin de tracer une frontière nette entre ce qu'il savait et ce qu'il croyait. En matière d'affaires humaines, la distinction n'a pas l'air d'être si décisive que cela. Mais aujourd'hui, nous disposons quand même d'un outil qui nous permet à tous de faire cette distinction, la science. Et du coup, il faut qu'on parle de la science. Pour notre cerveau, une connaissance scientifique, c'est une connaissance comme les autres. Mais dans notre culture, elle occupe une place à part. Parce qu'elle découle d'une méthode rigoureuse, codifiée, qui lui donne un niveau de fiabilité qu'aucun autre type de savoir ne garantit. En fait, on pourrait dire que la connaissance scientifique est une connaissance labellisée. Cette méthode, qu'on appelle méthode scientifique, a vu le jour au XVIIe siècle, en même temps que la philosophie moderne. Elle repose sur 3 piliers, l'observation, l'hypothèse et la vérification. À l'origine, elle est envisagée comme le résultat du regard neutre d'un observateur placé à l'extérieur du jeu, qui transcende la réalité et la traduit, grâce aux mathématiques, en théorie déterministe. Nom de Zeus! Et très vite, cette méthode s'est étendue à plein de domaines. La physique et les maths, bien sûr, mais aussi la biologie, la médecine, l'histoire, la sociologie, et même l'économie. Pendant longtemps, on a cru que la science avançait vers la vérité grâce à une pratique neutre et objective. Mais avec le temps, on a compris que les choses étaient un peu plus complexes. L'expression spectaculaire de cette problématique, c'est le grand bouleversement que vont provoquer l'invention de la relativité et de la physique quantique au début du XXe siècle. Ces nouvelles théories n'ont pas seulement remis en question les résultats de la physique classique, elles ont carrément changé les fondements. Et en parallèle, on s'est rendu compte d'autre chose. La science est une activité sociale pratiquée par des humains, elle est donc soumise à des biais, des limites et des interprétations. Tout au long du XXe siècle, des philosophes des sciences vont creuser ces questions, et l'un des plus connus, c'est Karl Popper, qui a proposé un nouveau critère pour juger si une théorie était vraiment scientifique. Pour qu'une théorie soit vraiment scientifique, il faut pouvoir la réfuter. Autrement dit, il doit être possible de prouver qu'elle est fausse.
C'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des dinosaures. Cette introspection est l'une des forces de la science. Elle reconnaît ses erreurs. Un vrai savant a plus d'un tour dans son sac. Elle évolue et est capable de s'adapter, et elle ne prétend jamais détenir la vérité ultime. L'avis qui domine aujourd'hui parmi les scientifiques, c'est que la vérité scientifique est toujours située et qu'elle correspond à un point de vue pertinent et cohérent, très bien corrélé à des faits observés. Dit autrement, lorsqu'une question se pose et qu'il y a plusieurs réponses proposées, la science est un moyen fiable de comparer ces réponses et de les classer par pertinence. Il est là, le réchauffement climatique. Moins 3 degrés ce matin dans les Yvelines. C'est un réchauffement qui est exceptionnel dans le contexte des derniers 1500 ans. L'histoire de la science, c'est quelque chose de vraiment enthousiasmant. Quand on regarde son évolution et les découvertes qu'elle a permis, on ne peut qu'être admiratif devant son humilité et sa capacité à apprendre de ses erreurs. Mais elle est tout de même issue d'une manière très particulière de voir le monde. Et il faut savoir qu'il en existe d'autres dans l'humanité. Cette vision très occidentale, l'anthropologue Philippe Descola l'a appelée naturalisme. Dans le naturalisme, on considère une nature extérieure à nous, en face de laquelle il y aurait la culture. La culture serait le domaine réservé aux humains, seuls détenteurs d'une intériorité, d'une pensée. Bref, l'esprit est humain, la matière est naturelle, et les deux sont séparés. Mais comme je le disais, cette manière de penser le monde est très particulière et est loin d'être universelle. Dans d'autres cultures, les frontières entre humains et non-humains ne sont pas du tout les mêmes. Par exemple, dans certaines sociétés autochtones, les plantes, les animaux, les esprits, les rivières sont considérés comme des êtres vivants avec une intériorité capable de communiquer, parfois même avec les humains, par les rêves, les visions, les rituels. Pour ces peuples, notre manière à nous de découper le monde en nature et culture est incompréhensible. La nature est une invention de l'Occident, mais la société aussi est une invention de l'Occident. Ailleurs, la manière dont des humains s'assemblent, et s'assemblent avec d'autres êtres qui sont des non-humains, prend une forme tout à fait différente. Et donc la plupart des concepts que nous avons développés sont des concepts eurocentrés, anthropocentrés. Et ça pose une question essentielle. Qu'est-ce que la vérité? Pour revenir à la vérité située de la science, issue de notre vision naturaliste, il faut admettre qu'elle s'inscrit dans un contexte culturel, historique et philosophique. On devrait toujours la considérer comme provisoire, comme une manière parmi d'autres, très puissante certes, d'interroger le réel, mais pas comme la vérité avec un grand V. Et pourtant, dans notre culture occidentale, on lui donne parfois ce statut-là. On entend souvent des phrases comme « c'est vrai, c'est scientifiquement prouvé ». Cette idée qu'une chose est vraie parce que la science l'a dit, c'est un héritage direct du XVIIe siècle. Comme j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur la liberté, que vous pouvez d'ailleurs aller voir en suivant le lien qui s'affiche là, à cette époque, l'Église perd sa position centrale. L'universalité de la vérité religieuse s'effondre et la science, toute jeune, vient remplir le vide laissé par Dieu. Et progressivement, dans les esprits, la foi en Dieu va se transformer en foi en la science. Le problème, c'est que la foi en la science n'a pas la même sagesse que la science elle-même. Et la manière dont on nous transmet la science n'améliore pas les choses. Aujourd'hui, elle est enseignée avec l'autorité de celui qui sait, sans avertissement préalable. On ne rappelle jamais qu'elle ne dit pas « je détiens la vérité », mais qu'elle dit « voilà ce que je peux dire du monde avec ce que je sais aujourd'hui ». On oublie toujours de préciser que ces conclusions sont révisables, contextuelles et toujours en débat. Notre héritage historique ne fait rien pour améliorer les choses. Et bien que la science soit tout à fait claire dans ce domaine, notre relation avec la connaissance qu'elle produit est ambivalente. Elle vient naturellement s'implanter dans nos esprits, sans nuance, sur les fondements mystiques de notre passé religieux. Et elle s'impose à minima, comme un guide potentiel, vers une réalité certaine. Le danger, c'est que si on pousse cette confusion trop loin, la confiance rationnelle en la science peut se transformer en foi aveugle, voire en fanatisme technocratique. Et d'ailleurs, sans aller chercher bien loin, il y a un exemple très actuel qui illustre parfaitement cette confusion entre croyance et connaissance. Cet exemple, c'est la forme de la Terre. Alors, c'est quoi la forme de la Terre? Eh bien moi, j'affirme que la Terre n'est pas ronde. Et je vais vous expliquer pourquoi je le crois. Oui, j'ai bien dit je le crois, pas je le sais. Et non, je ne pense pas non plus que la Terre est plate. Mais tout ça, on en parle dans la prochaine vidéo. Ah, ça c'est une idée fantastique. Ça sera l'occasion de lever le voile sur ce mystère, mais également d'explorer un autre visage de la connaissance, celui des rapports de pouvoir, des illusions du savoir et de la fabrique des ignorances. En attendant, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire pour le référencement, et bien sûr à vous abonner en activant la cloche si ce n'est pas déjà fait. En attendant, restez curieux, soyez créatifs pour le bien de tous,
cultivez votre pensée subversive. À la prochaine. Salut.